Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. On va commencer pour essayer d'être à l'heure, surtout que j'ai deux, trois petites informations à vous donner comme chaque fin d'année du séminaire, puisque ce soir, c'est donc la dernière séance de cette année, que je vais vous présenter après. Pour ceux qui le savent et pour ceux qui ne le savent pas, je vous rappelle que si vous voulez être informé du prochain séminaire de l'année prochaine, vous pouvez soit prendre les programmes qui sont à l'entrée, soit surtout, et c'est mieux, donner, ceux qui ne l'ont pas donné, votre adresse email. Nous ne fonctionnons plus que par email, bien sûr, pour qu'on vous donne le programme définitif. Il est quasi définitif. Et qu'on vous donne éventuellement les changements de date qui peuvent arriver, même si tout ça est assez rare. L'année prochaine, nous avons un très beau programme, me semble-t-il. Je vous livre rapidement les différents intervenants. Nous commencerons dès le 5 octobre avec une réflexion autour du théâtre avec Jean Gilibert, qui est ici présent, de l'amour de la sagesse Platon à l'amour de la thérapeutique Freud. Ensuite, nous irons le 7 décembre vers la peinture avec Silke Schauder, qui est à ma droite et qui va discuter Madame Dubois aujourd'hui. Silke Schauder, dont je vous annonce, pour ne pas l'oublier, qu'elle est depuis la semaine dernière HDR, habilitation à diriger les recherches à Vincennes, où elle a brillamment passé cette nouvelle épreuve dans sa carrière. Donc bravo Silke pour cet HDR. Silke évoquera Oskar Kokoschka, de l'étoffe dont sont faits les rêves. Ensuite, nous reviendrons à nos amours littéraires, la littérature avec Olivier Douville. Nous irons jusqu'à la photographie pour la première fois avec Céline Masson. Nous reviendrons à la littérature avec l'inévitable Melville autour, non pas de la baleine blanche de Moby Dick, mais de Billy Budd et aussi de Pierre et les ambiguïtés. Nous retrouverons quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, ceux qui étaient là, bien sûr, Edmundo Gomez Mango, de la parole poétique et de sa résonance dans l'expérience analytique. Alors bon, il va parler d'un poète uruguayen, lui, qui est originaire de Montevideo, Juan Gelman, que peu de gens connaissent probablement, mais que je vous invite vraiment à lire. C'est assez exceptionnel. Le surréalisme positif sud-américain est là dans sa toute profondeur, très explicite. Et puis nous finirons l'année prochaine avec quelqu'un que nous n'avons pas encore essayé de cerner et qui nous concerne pourtant beaucoup, Hemingway, ni plus ni moins. Hemingway mort et vif, à propos de son livre Au-delà du fleuve et sous les arbres, et qui sera réfléchi, pensé, discuté avec vous par quelqu'un qui le connaît bien, Christophe Paradas. Voilà le programme de l'année prochaine. Je vous ai dit que Silke Schauder avait eu son HDR, mais je vous le redis, une très très belle HDR qui est sur la question de la folie, de l'art, et qui reprend bon nombre de ses travaux sur Michel-Ange en particulier, sur Kokoschka, sur bien sûr Camille Claudel. Bon, probablement qu'un livre va arriver et que je vous inviterai à lire. Bon. Alors je suis très content aujourd'hui d'accueillir pour la première fois ici, alors que ça fait un petit moment qu'on la sollicite, le docteur Anne-Marie Dubois, qui est secrétaire générale du Centre d'études de l'expression qui est à l'hôpital Sainte-Anne, de l'autre côté du parc Montsouris, à la CMME, comme on appelle, le service du professeur Rouillon. Le Centre d'études de l'expression, pour ceux qui ne le savent pas, a été créé en 1950 par Delay, le professeur Delay, qui avait un tropisme littéraire plus que psychiatrique, et le docteur Volbin. Et ces deux-là ont créé en 1950, à l'issue du premier congrès mondial de psychiatrie, ce centre d'études de l'expression où a été développé les premiers ateliers thérapeutiques à médiation artistique, les premiers ateliers thérapeutiques à médiation artistique en France. Et c'est depuis, bien sûr, la référence, à la fois en France, en Europe et dans le monde, ce centre d'études de l'expression qui organise très régulièrement un certain nombre d'expositions. La prochaine, tout ça est à l'entrée, hein, pour ceux que ça intéresse. La prochaine, c'est mardi. La prochaine, c'est mardi 5 mai, non.
Non, c'est jusqu'au 30 juin. Voilà, ça a commencé le 5 mai et c'est jusqu'au 30 juin, vernissage de l'exposition de François Tortosa, qui est un prisonnier. C'est quelqu'un qui s'est évadé dans la peinture pendant ses 22 années d'incarcération, disons. Voilà. Et donc une claustration peut-être involontaire par rapport à la claustration volontaire d'un certain nombre de nos patients, mais une claustration dans une chambre chaude ou froide qui lui a permis de s'évader avec la médiation artistique. Alors, je vous dis absolument que Anne-Marie Dubois veut qu'on parle d'atelier thérapeutique à médiation artistique et non pas d'art-thérapie. Ça, c'est le truc qu'il ne faudra pas dire pendant tout l'échange. Pas d'art-thérapie. Bon, on verra pourquoi. Atelier thérapeutique à médiation artistique. Alors, ce centre d'études de l'expression, je vous invite, ceux que ça intéresse, à prendre le petit fascicule de l'association, du centre d'études de l'expression, où vous allez voir les nombreuses formations proposées par le centre, les formations auxquelles le centre est associé, les séminaires sur la pratique d'art-thérapie, etc., etc. Tout ça est dans ce petit fascicule. Et puis, je vous invite à aller voir l'exposition, y compris pour le lieu où elle a lieu, si c'est le même que d'habitude, qui est un très joli lieu à Sainte-Anne, qui est un très bel hôpital par ailleurs, très chargé d'histoire. Dernière information avant de passer la parole à notre collègue et amie Anne-Marie Dubois, qui par ailleurs est psychiatre, qui est PH et qui est psychanalyste, donc dans le service du professeur Rouillon à Sainte-Anne. L'Institut Mutualiste Montsouris, le service donc d'adolescents, a le plaisir de vous inviter à faire un petit passage dans le hall, y compris en sortant tout à l'heure. Dans le hall, nous inaugurerons la semaine prochaine, mais vous êtes invités à passer voir les œuvres, les peintures, les sculptures, les gravures, les dessins réalisés par les adolescents, les patients accueillis dans le département de psychiatrie depuis pas mal d'années maintenant. C'est notre première exposition, donc on est très fiers de cette exposition qui s'appelle Passage. Et bon, ça nous intéresserait d'avoir votre point de vue sur cette première. Donc c'est notre première exposition et qui se fait à l'ombre du centre d'études de l'expression qui en est à sa combien? Je ne sais pas. Voilà, qui doit être autour de 200, quelque chose comme ça. Bon, non. Voilà. Alors on est très content parce que bon, j'ai été voir Anne-Marie Dubois 2-3 fois à Sainte-Anne, elle est venue à l'IMM, nous essayons d'échanger à partir de leur expérience qui est considérable et de notre volonté à nous, de notre envie, de notre appétit de développer ces ateliers à médiation artistique, culturelle, dans le soin. Dans le soin, c'est notre ambition de nos patients adolescents. Anne-Marie donc, sera discutée par Silke Schauder, que vous connaissez, qui est intervenue ici sur Camille Claudel en particulier. Et voilà, c'est à toi. Je te remercie infiniment pour toutes les gentilles choses que tu as dites. Je suis très heureuse d'être ici. Effectivement, c'est la première fois que j'ai la chance de pouvoir m'adresser à vous. Je vais m'adresser à vous, en revanche, pas du tout sur le sujet qui est généralement celui que je traite, à savoir les thérapies à médiation artistique, les liens entre la folie et la maladie mentale, ou la façon dont on expose effectivement les œuvres d'une collection dont j'ai la charge à l'hôpital Sainte-Anne. Aujourd'hui, je vais me consacrer à un autre sujet que j'ai eu l'occasion de travailler depuis un certain nombre de mois, en tout cas au début de la naissance du projet de cette exposition, puisqu'il s'agit de parler des liens qui, en principe, le monsieur m'a dit que ça allait venir. Voilà. J'en profite pour vous demander votre indulgence parce que je tousse, je crache, je mouche. Et ce n'est pas extrêmement agréable pour moi, bien sûr, mais ça risque de ne pas l'être pour vous non plus. Donc, pardon de cet état qui est le mien aujourd'hui. Donc, j'ai été amenée à m'intéresser à la naissance de ce projet d'exposition qui a eu lieu l'hiver dernier au musée Rodin, qui tentait de lier ces deux hommes qui pourtant ne s'étaient jamais rencontrés. Leur point de rencontre, c'est l'Antiquité.
et je vais commencer cette intervention par vous lire ou relire les premières lignes de la nouvelle de Jensen, qui sont: en visitant l'une des grandes collections d'antiquités de Rome, Norbert Arnold avait découvert un bas-relief qui l'avait tout spécialement attiré, si bien qu'il s'était beaucoup réjoui, une fois revenu en Allemagne, de pouvoir s'en procurer un excellent moulage en plâtre. C'était à peu près au tiers de la grandeur nature, le portrait en pied d'un être féminin saisi en train de marcher. Mais ce n'est pas par la beauté plastique des formes que la jeune fille séduisait. Elle possédait quelque chose qu'on ne rencontre pas souvent dans les statues antiques, une grâce naturelle et simple de jeune fille, d'où venait cette impression qu'elle débordait de vie. Cela devait provenir surtout du mouvement dans lequel elle était représentée. C'était donc les premières phrases de la nouvelle de Jensen qu'il a publiée en 1903 sous le titre de Gradiva, fantaisie pompéienne. Je n'ai de cesse que de vous montrer la différence entre l'original et le fameux moulage dont parle Jensen, et moulage qu'on va retrouver tout à l'heure au pied du divan de Freud. Donc la Gradiva, fantaisie pompéienne, ce livre qui a donné à Freud l'argument de l'un de ses plus célèbres commentaires, à savoir le délire et les rêves dans la Gradiva de Jensen, édité en 1907 par Hugo Heller. Comme le héros de ce récit, Freud avait donc accroché le moulage en plâtre du relief au pied de son divan d'analyste. C'est ainsi que Gradiva, celle qui marche en avant, devint pour ses patients Gradiva rediviva, celle qui revit et va donner vie, forme, objet au désir. Séduisante métaphore archéologique pour Sigmund Freud, passionné d'antique. Gradiva pouvait désormais conjuguer en une même figure l'archaïque de l'humanité et l'archaïque de l'individu. Pour Rodin, d'une autre façon, l'Antiquité est également essentielle, et lui-même écrit en 1906 « Ces figures d'antique font vivre pour moi, me font vivre. Je suis un homme qui a donné toute sa vie à l'étude de la nature et dont les admirations constantes furent pour des œuvres de l'antique. Imaginez donc ce qu'a pu produire en moi un spectacle aussi complet que me restituait l'antique en me dévoilant du mystère. » Donc voilà, pour Freud comme pour Rodin, l'Antiquité vaut dans sa capacité à se manifester comme une survivance, un surgissement, dont la signification pour le psychanalyste et pour le sculpteur apparaît profondément ancrée dans leur création. Simultanément au plaisir, évidemment, qu'ils ont pu en éprouver réciproquement lorsqu'ils ont passé toute leur vie à collectionner des objets archéologiques. Le début de cette passion commune est néanmoins séparé, c'est les années 80. Pendant les années 1880, Auguste Rodin à Paris et Sigmund Freud à Vienne ont commencé à réunir des fragments d'antiques. Ce sont donc des passions qu'ils ont conservées toute leur vie. Ils ne se sont jamais rencontrés. C'est pour cette raison que les organisateurs de cette exposition ont choisi de les réunir grâce à des passeurs. Et ces passeurs, c'était Rainer Maria Rilke, c'était Lou Andrea Salomé, c'était Stefan Zweig, Hugo Heller, l'éditeur, et aussi Marie Bonaparte. Ce sont ces personnages-là qui, les uns et les autres, qui ont tous rencontré l'un et l'autre et qui ont pu faire le passage entre ces deux hommes. Deux hommes qui avaient donc cette passion commune. D'ailleurs, le titre de l'exposition était « La passion à l'œuvre », Rodin et Freud collectionneurs.
Ce sont donc ces passeurs qui ont pu faire en sorte que ces deux hommes soient réunis. C'est également l'intérêt des conservateurs qui ont été tout à fait étonnés de la similitude qui pouvait exister entre ces deux collections. Ces deux hommes qui ne se sont jamais rencontrés, encore une fois, avaient l'un et l'autre, pendant toute leur vie, collectionné des objets qui étaient très semblables. Et l'exposition qui a eu lieu donc cet hiver au musée Rodin a permis de comparer ces deux collections et a permis de comparer également la place que ces deux collections avaient dans le génie créateur de chacun de ces hommes. J'ai choisi, moi, un autre mode de passage entre les deux hommes. Le titre que j'ai choisi doit sans doute vous étonner, puisqu'il s'agit du lit et du divan. Mais le lit et le divan est le mode de passage que j'ai moi-même imaginé en voyant ces deux collections et en voyant aussi les deux lieux qui ont abrité ces deux créateurs. Rodin, Freud, donc, ont réalisé, l'un à Paris et l'autre à Vienne, une œuvre. Une œuvre totale, entière, une œuvre fondatrice, et parce qu'elle est fondatrice, enfin par là même, donc, en rupture avec les idées de leur temps. Ils ne se sont jamais rencontrés, je l'ai déjà beaucoup dit, mais c'est très marquant quand on a visité en tout cas cette exposition. Ils ne se sont jamais rencontrés, mais ont constitué des collections d'antiques, enfin de ce qu'on appelait antiques à l'époque, ou de ce qu'on appelle encore en histoire de l'art des antiques, c'est-à-dire des objets provenant de l'Antiquité, mais aussi quelques objets qu'on appellerait maintenant art premier. Sans jamais s'être rencontrés, ils avaient disposé au centre de leur lieu de travail, c'est-à-dire au centre de leur lieu de vie, au centre de leur lieu de création, un lit pour l'un et un divan pour l'autre. Ces objets ainsi réunis étaient de nature équivalente en raison de leur esthétique, certes, mais surtout de la place que ces différents objets occupaient dans l'espace de création à la fois du sculpteur et à la fois du psychanalyste. Parallèlement, et ça c'est tout à fait étonnant, il apparaissait que le lit de Rodin et le divan de Freud n'avaient absolument pas la fonction initiale qu'il aurait été évident d'attendre de ces deux objets, ou qu'il est habituel en tout cas de leur prêter. Leur histoire respective à ce lit et à ce divan, ainsi que le moment de leur installation, sont inscrits de fait dans le cheminement créatif des deux hommes. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer, ou en tout cas c'est l'histoire que je me suis racontée. Il est possible de penser que la présence du lit comme celle du divan ont été des principes organisateurs, non seulement des pièces qui les accueillaient, mais aussi des événements et des fragments de vie qui s'y sont déroulés. Peut-être d'ailleurs est-ce en grande partie leur usage paradoxal et inattendu qui a pu leur conférer ce rôle d'organisateur de la pensée. Éléments centraux de l'atelier salon dont je vous parlerai tout à l'heure de Rodin, c'était son lieu principal à la fois d'existence et de création, et du cabinet de psychanalyste de Freud. Ce lit et ce divan furent tout autant des objets précieux, parce qu'ils n'étaient pas un divan banal ni un lit banal, des référents de l'histoire, de l'espace et des autres objets qui les entouraient, et des cadres pour la pensée et pour les œuvres qui sont l'aboutissement de ce cheminement de pensée. Vous avez tous évidemment reconnu sur ce cliché d'Engelmann le divan de Freud. La suite logique de ces diapositives, de ces images, était de vous montrer la place de la Gradiva
du moulage de la Gradiva, bien sûr, au pied du divan, c'est-à-dire l'image que les patients avaient quand ils étaient allongés sur ce divan. C'était quand même pas uniquement le poil, beau par ailleurs, mais c'était cette Gradiva. Alors, le lit de Rodin. Le lit de Rodin, je suis trop mauvaise en informatique et puis en photographie aussi pour avoir pu en avoir une photo correcte. Mais je pense que le décrire est aussi intéressant. Dans certaines images, vous aurez certaines esquisses de ce lit, mais là, le lit tel qu'il est maintenant, je ne l'ai pas représenté. C'est un lit Renaissance. Déjà, c'est loin d'être anodin. C'est un lit Renaissance à baldaquin. Et le baldaquin est à entablement, avec un entablement qui le surplombe. Et cet entablement est sculpté de visages, de poutis, de mascarons, de feuilles d'acanthe petites et de feuilles d'acanthe grandes. Ce baldaquin repose sur 4 colonnes corinthiennes, aux fûts cannelés et sculptés, eux aussi, ces fûts de mascarons et de feuillages. Alors, sur le côté gauche du lit, du cadre du lit, vous savez comment c'est, bon, il y a le baldaquin, l'entablement, et puis le cadre en bas, et sur ce côté gauche du cadre du lit est représentée une scène familiale. Cette scène, c'est un homme assis. C'est une scène très conventionnelle, vous allez voir, mais pas anodine, bien sûr. Un homme assis qui tient un livre ouvert et qui tient aussi la main d'un enfant. L'enfant est lui-même assis sur les genoux d'une femme dont on imagine que c'est sa mère. Il s'agit sans doute, compte tenu de l'époque, d'une façon réaliste, les portraits des commanditaires de cet ouvrage, c'est-à-dire les portraits des commanditaires de ce lit. Et de façon plus symbolique, on peut imaginer que les personnages qui sont ainsi représentés de façon très classique, avec le père, le livre, la main, la mère, les personnages ainsi représentés situent peut-être les fonctions idéales de ce lit, qui sont dans le registre de la conjugalité, de la procréation, de la transmission. Ce lit, il est en chêne. C'est sans doute l'usage pour les lits Renaissance, mais je trouve que le lit de Rodin soit en chêne était une belle image. Son histoire, l'histoire du lit déjà, comment est-il arrivé à la villa des Brillants à Meudon? La villa des Brillants à Meudon, je pense que vous la connaissez, c'est le 2e musée Rodin, c'est la maison dans laquelle il a habité le week-end et la nuit, et il allait tous les jours à la grande maison qui sert maintenant de musée Rodin à Paris, mais la villa des Brillants était quand même son lieu d'habitation principal. Cette villa, il l'a achetée en 1895. À la même époque, il fréquentait, semble-t-il, très régulièrement un autre lieu dépositaire d'histoire, la maison de M. Garot. Alors, M. Garot était un antiquaire, un marchand qui avait dénommé son commerce, je n'ai pas pu résister au plaisir de vous le préciser, il avait donc dénommé son commerce à la baignoire de Marat. Et en sous-titre, ce sont, les termes, ces documents-là, je les ai trouvés sur le papier en tête sur lequel étaient rédigées les factures qui étaient à l'adresse de M. Rodin. Et en sous-titre, il était noté achat, vente et échange de toute espèce de marchandises. Je trouvais que l'ensemble était quand même très plaisant. Pour la petite anecdote, puisque j'étais, pour mieux connaître ce lit, consulter les archives au musée Rodin, j'ai donc vu ces factures. J'ai vu le papier en tête de M. Garot, et j'ai également vu qu'au fond, M. Rodin,
puisque c'était ainsi qu'il était appelé par le vendeur, avait beaucoup rechigné à payer le prix de ce lit, qui était 3135 francs, et qu'il avait d'ailleurs beaucoup de relances de M. Garot, qui lui disait, vous savez, pourtant, on se connaît bien et je vous ai fait un prix d'amis. Il y a toute une correspondance après sur les difficultés pour apporter ce lit jusqu'à la villa des Brians à Meudon, puisque c'est un lit assez monumental et que Rodin ne voulait pas payer pour le transport. Bon, en 1902, ce lit finit quand même par être installé à la villa des Brians. Il le fit installer, alors je ne sais pas si M. Garot a fini par l'installer ou pas, mais il a été installé dans le vaste atelier qu'il y a au rez-de-chaussée de la villa de Meudon. C'est ce qui est appelé le salon-atelier ou l'atelier-salon, ça dépend des auteurs. Judith Cladel, qui est la confidente, la secrétaire et qui a vécu avec Rodin bien après la mort de celui-ci, qui a été la dépositaire de toutes ces archives, parle du salon-atelier. Mais d'autres auteurs parlent de l'atelier-salon. En fait, c'était un endroit un peu large, très bien éclairé. On peut tout à fait le visiter encore à l'heure actuelle. C'est un vaste espace qui semble d'ailleurs avoir été tout au long de cette période, de la période où Rodin l'a habité, à la fois une pièce centrale et une pièce sans attribution clairement définie. D'ailleurs, Judith Cladel, dans un de ses nombreux écrits, dit de ce salon-atelier: il était très sobrement meublé de chaises de bois laqué, pas de tapis, pas un seul fauteuil. Puis, progressivement, le salon s'encombra par la suite d'un mélange assez hétéroclite de vitrines, de fauteuils empire et de meubles sans destination. Entre autres meubles sans destination, un lit Renaissance, dépourvu de sommier et de matelas, qui ne servit qu'à protéger les objets d'art déposés entre les bois de son cadre. Ça, c'est Rodin en tant que chêne, je dirais, puisque le lit était en chêne. Vous avez donc sur cette photo d'époque, qu'on va laisser ici, parce que c'est la seule photo sur laquelle on voit donc les piliers, le cadre et le toit du lit. La dame qui est au premier plan n'est pas l'épouse de Rodin ni Camille Claudel, mais c'est un personnage anonyme dont on ne connaît pas le nom. En tout cas, on voit le côté hétéroclite de ce bout de salon. Pour Judith Cladel, donc, ce lit qui n'avait aucune destination était là pour protéger les objets d'art qui étaient déposés en son cadre. Je me permets de penser qu'il n'est pas certain que la seule fonction de ce lit ait été la protection des œuvres qui étaient installées en son cadre. Sa position dans l'atelier impliquait qu'il était presque toujours visible. Il est vraiment au milieu de cet atelier. Je vous invite à aller le voir. Il n'est plus comme ça. Enfin, il est toujours au même endroit. Il n'y a plus les mêmes choses à l'intérieur. Les photographies de l'époque l'attestent qu'il était toujours visible et rendent compte des événements majeurs qui se sont déroulés dans cette pièce, la pièce qui encercle ce lit, et donc en présence du lit. Dans cette pièce, le salon-atelier, Rodin recevait des visiteurs. C'est également dans cette pièce qu'il avait installé les vitrines pour ses collections d'antiques. Les antiques qui furent, enfin les antiques pas tous, il en avait énormément, 6000, mais une partie des antiques qui ont été exposées étaient initialement dans ces vitrines qui se situaient en face du lit. C'est également dans cette pièce qu'il s'est marié avec sa compagne de toujours, Rose Beuret. Et c'est également juste quelques mois plus tard après son mariage. Je pense que là, vous avez les photos du mariage et vous avez aussi
toujours les colonnes du lit derrière. C'est juste quelques mois plus tard que Rodin fut exposé dans cette même pièce à la foule venue lui rendre un dernier hommage, puisqu'il est mort juste quelques mois après cette scène de mariage avec Rose Beuret dans ce salon-atelier. Donc ce lit de Rodin sans matelas, sans sommier, ce lit semble ne jamais avoir recueilli directement ni le sommeil, ni le repos, ni l'amour, ni les rêves, ni même la mort, puisque Rodin, quand il fut exposé dans ce salon-atelier, son corps fut exposé sur une table qui se situait devant le lit. Cependant, les étapes majeures des 16 dernières années de vie, aussi bien de l'artiste que de l'homme, semblent avoir eu besoin de ce lit comme témoin. Et si la fonction d'un lit est d'accueillir les passions, les échanges qui engendrent la vie, les souffrances, les doutes et les derniers souffles, il est possible de considérer que le lit de Rodin a néanmoins, malgré tout, rempli son rôle, mais de façon indirecte et distanciée. On pourrait dire donc un lit comme témoin d'une vie, mais aussi un lit comme passeur, et vous voyez où je veux en venir, un lit comme cadre. Cet objet imposant, sombre et anachronique semble aussi avoir été l'organisateur de l'espace qui le contient, c'est-à-dire du salon-atelier. Pardon. Entre 1902 et 1917, date de la mort de Rodin, il fut progressivement entouré d'objets divers, d'œuvres d'art achetées par Rodin et cerné, c'est vraiment le cas de le dire, par les vitrines où s'accumulaient les antiques. Si la place des autres meubles et des autres objets du salon-atelier paraît avoir été changeante et variable selon les époques, ça c'est visible en fonction des photos qui sont aux archives du musée, lui, ce lit, n'a jamais été déplacé. Alors, évidemment, on peut penser que c'est en raison de sa taille et de son poids. Mais je pense aussi que s'il n'a jamais été déplacé, c'est en raison à la fois de sa place première qui lui a été allouée et de la fonction implicite qui s'est constituée autour de ce lit. C'est un objet précieux par sa facture, mais aussi au regard de l'époque de sa réalisation, c'est-à-dire que c'est un lit Renaissance, c'est un vrai lit Renaissance. La Renaissance, ça, dans la vie de Rodin, c'est quand même quelque chose d'essentiel. La passion et l'admiration de Rodin pour Michel-Ange sont connues et sans doute même fondatrices pour son cheminement personnel. C'est ce cadre-là, au sens propre comme au sens figuré, que Rodin a choisi pour certaines de ses propres œuvres. C'est-à-dire le cadre de ce lit Renaissance qui faisait référence à cette figure de Michel-Ange, qu'il a choisi pour mettre certaines de ses propres œuvres. La protection ainsi réalisée était double. Il s'agissait peut-être effectivement, comme le disait Judith Cladel, de prendre soin matériellement des œuvres qu'il mettait à l'intérieur de ce cadre, encore qu'on eût pu imaginer d'autres moyens pour protéger les œuvres. Mais je crois qu'il s'agissait aussi peut-être de rechercher implicitement la reconnaissance du maître, qui de fait était à la fois un modèle et une figure parentale paternelle. Le maître, c'est-à-dire Michel-Ange. Cette mise en abîme ou cette nécessité de mettre en place les images du passé sur lesquelles se fonde toute démarche de pensée
et toute construction identitaire sont soulignées par le fait que Rodin avait également placé dans le cadre du lit une copie anonyme d'après Rembrandt, qui s'appelle Bethsabée tenant la lettre du roi David. Le repère est là aussi du côté d'un maître incontournable, à savoir Rembrandt, mais aussi du côté d'un récit biblique qui donne à voir l'image d'un roi David tout-puissant, prêt à toute exaction pour obtenir la femme qu'il a séduite. Si vous regardez bien, vous voyez ce tableau. En art comme en psychanalyse, sans doute n'est-il pas possible de rencontrer sa propre identité, sans doute n'est-il possible de rencontrer sa propre identité que lorsqu'il a été possible de s'affranchir de ces images tutélaires. Et cette accumulation de références au passé, dans le cadre du lit Renaissance, participa peut-être, je dirais sans doute, à la découverte progressive d'une nouvelle conception de la sculpture pour Rodin. Or, on sait bien que dans le champ de la culture, Rodin a été inventeur à la fois de par sa conception de la sculpture et à la fois de par ce qu'il a donné à voir. Ainsi, dans ce cadre et aux côtés de Bethsabée, Rodin a-t-il disposé la jeune fille aux cheveux épars. La jeune fille aux cheveux épars, elle est là, vous la voyez, toujours dans le cadre du lit. Elle a été réalisée, c'est une œuvre de jeunesse, elle a été réalisée vers 1867. C'est un buste en terre cuite qui a la particularité d'échapper aux conventions des bustes décoratifs réalisés généralement à cette époque. En effet, déjà, il s'inspire d'un modèle vivant. Et il ne vise pas uniquement à la représentation, mais il vise aussi et surtout ce que Rodin appelait l'essentiel. L'essentiel tant au niveau des formes que de l'expression du visage. Et Bourdelle, dont je vous recommande le livre sur Rodin, qui est une sorte de commentaire assez mal écrit, mais très vivant sur Rodin, disait de Rodin, le jeune sculpteur c'est Rodin, n'est-ce pas, voulait pénétrer le mystère, il voulait connaître. Pour cette raison, il ne cherchait pas forcément la représentation, mais encore une fois, la forme et l'expression du visage. Donc ces associations matérialisées et symboliques du passé, Rembrandt, la Renaissance, Michel-Ange, la Bible, ces associations matérialisées et symboliques du passé et du présent avec la jeune fille aux cheveux épars, de récits originels et de créations actuelles constituent sans doute les conditions qui permettent de nouvelles voies créatives chez Rodin. Connaître l'essence de l'être derrière son apparence est sans aucun doute le point commun que l'on peut trouver à la fois chez Rodin et chez Freud. La jeune fille aux cheveux épars était le premier pas de Rodin vers cette quête de rechercher l'être derrière son apparence. L'un, Rodin, a emprunté le chemin de la représentation visuelle, l'autre, la voie de la représentation psychique. Pour l'un comme pour l'autre, il s'agit de s'affranchir des images archaïques, mais aussi, bien sûr, de s'y adosser. La référence permanente au passé, à l'antique, aux figures parentales, qui sont jusque sur les bois du lit, est ce qui leur a permis de se libérer des contraintes, des entraves ou des secrets qui y sont attachés, afin de pouvoir investir, découvrir, créer de nouvelles formes, de nouvelles perceptions et de nouvelles connaissances. Je reviendrai là-dessus après. Le divan de Freud, ça c'est un autre angle. On a regardé ce que voyaient les patients, maintenant on regarde le fauteuil de Freud.
Le divan de Freud, c'est toujours une photo d'Engelmann, c'est un simple canapé qui date de la fin du XIXe siècle. Il était usuel à cette époque que les médecins, à Paris comme à Vienne, usent de tels meubles dans leur cabinet. C'est toujours le cas, moins peut-être maintenant. Pourtant, étymologiquement, le divan n'est pas un meuble. Le divan est le nom qui était donné à toute salle où le sultan donnait son conseil. C'était une salle remplie de coussins. Peut-être Freud a-t-il répondu, consciemment ou non, à cette histoire originelle en recouvrant ce canapé, qui était de cuir initialement, de riches tissus orientalistes et de très nombreux coussins. D'après Michael Molnar, qui est le directeur actuel du musée Freud de Londres, ce canapé lui avait été offert par une patiente. Vous savez que Freud acceptait très facilement les cadeaux de ses patients. Donc celle-là lui avait offert un canapé, sans doute une précurseur, parce que je ne sais pas comment ça se dit au féminin, parce que la date de ce cadeau, c'était 1891, donc bien avant que Freud n'ait l'idée, ou plutôt la nécessité, d'utiliser ce divan dans un dispositif de soins précis. L'entrée en scène du divan, si j'ose dire, dans la pratique psychanalytique est un peu plus tardive et elle est en fait le résultat d'un aménagement, pour être un peu caricatural, que l'on pourrait qualifier d'opérationnel. Au fur et à mesure de l'élaboration d'une théorie qui doit pouvoir se faire rencontrer le passé et le présent, le désir et le plaisir, la parole et le regard. Donc, pour faire se rencontrer tout ça, il fallait trouver un dispositif qui soit relativement opérationnel. Vous le savez tous ici, la question du regard pour Freud est évidente et centrale. Le regard est peut-être, ou il peut être, l'expression du désir ou de la peur, l'expression des premières formes de l'attention et de l'intention. Il est l'expression des premières possibilités motrices d'action et de refus. Il est aussi ce par quoi le visage d'autrui peut prendre forme. Il est aussi donc ce par quoi les processus de reconnaissance aboutissent à des effets narcissiques ou identificatoires fondateurs. Enfin, je n'ai pas l'intention de parler du regard de façon détaillée, mais Freud explique quand même, à partir de toutes ces réflexions autour du regard, qui sont ici extrêmement résumées, il explique en particulier dans les écrits techniques, que le dispositif du divan a été proposé au patient, enfin qu'il a eu l'idée de proposer ce dispositif aux patients sous la contrainte des effets de leur regard. La contrainte que le face-à-face impliquait. L'insistance du regard des patients lui était progressivement apparue comme insupportable au fil des séances et surtout à mesure de l'investissement transférentiel, ou au fur et à mesure que l'investissement transférentiel s'installait. La première étape de la mise en place du dispositif psychanalytique fut donc de diminuer l'impact de l'échange des regards en proposant des modifications dans le positionnement respectif du patient et du psychanalyste. Il s'agissait donc de soustraire la parole à la quête du jugement dans le regard de l'autre, pour que puisse être favorisée, disons, la continuité de la parole associative. L'association libre des pensées, qui est indispensable à l'instauration du processus analytique, requiert une forme de liberté, une forme de vacance que la présence trop perceptible de l'analyste risque d'entraver. Pour libérer la parole et la pensée de ce qui la contraint ou de ce qui ne manque pas de les contraindre,
il fallait que le patient se retrouvât dans un cadre suffisamment contenant et rassurant. Ce cadre, il est donc instauré par la présence, la fonction, le savoir et le savoir-faire de l'analyste, mais il est matérialisé par la position allongée du patient sur le divan. L'idée était sans doute également de rapprocher l'expression de la parole des modalités d'expression du rêve, en éloignant autant que faire se pouvait cette parole, en éloignant cette parole de la parole d'un discours construit, rationalisé ou rationalisant. En effet, pour s'exprimer librement, le désir a besoin d'un cadre. Le sommeil, on pourrait dire que le sommeil est le cadre qui remplit cette fonction pour le rêve. Dans la cure psychanalytique, c'est le dispositif centré sur l'espace du divan qui sert de cadre au déploiement de la parole associative. C'est le dispositif centré sur l'espace du divan qui sert de cadre à l'expression de la vie fantasmatique, quelque dérangeante qu'elle puisse être. C'est sur ce divan que peuvent advenir les rêves les plus inavoués, les scènes d'amour les plus improbables, les haines les plus farouches, les liens parentaux les plus complexes. Et c'est grâce à ce divan que l'ensemble de ces fantasmes ou de ces imaginaires-là peuvent être mis en scène. Cependant, à l'instar du lit de Rodin, le divan de Freud ne semble ne jamais avoir recueilli, en tout cas on ne le sait pas, directement ni le sommeil, ni le repos, ni l'amour, ni les rêves, ni la maladie, ni même la mort. Si vous voulez bien, c'est pas parce que je parle de mort, mais je vais me moucher un peu. En tout cas, peut-être Freud y a-t-il somnolé, mais la fonction de ce divan n'était pas celle du sommeil. Et il n'y est pas mort, il n'est pas mort sur ce divan. Enfin, la mise en place de ce dispositif permet l'évitement non seulement du regard, mais aussi de la présence de l'autre, tout en renforçant l'impact et les conséquences, ce qui, de fait, réalise les conditions essentielles à l'établissement de la relation transférentielle. Il est alors possible, idéalement, de redonner au regard un sens sans avoir à subir les effets de sa réalité. C'est ainsi qu'on pourrait dire que Freud déplace donc à la fois le regard et le point de vue. Il crée, à partir de son dispositif divan-fauteuil, une forme d'encadrement différent pour la parole de son patient, et cet encadrement, ainsi que le lit de Rodin, est à la fois matérialisé et virtuel. Enfin, il faut préciser, mais vous le savez ici tous, que ce dispositif est tout autant d'ailleurs une nécessité pour l'analyste que pour le patient, tant il est vrai que l'analyste, pour qu'il puisse être à l'écoute, doit pouvoir bénéficier des mêmes aménagements permettant la liberté du regard et la liberté d'association de ses propres pensées et de ses propres fantasmes. Donc l'investissement de ce cadre partagé paraît nécessaire pour l'instauration d'une dynamique de la pensée, mais aussi pour l'installation du processus analytique lui-même par le biais de l'engagement transférentiel. Mais au-delà du lit, de la même façon, et du divan, de la même façon qu'on a parlé de l'espace de l'atelier, l'environnement même du lieu de parole devient progressivement vite partie intégrante du transfert et même de son interprétation. Donc, l'environnement même du lieu de la parole. Le cadre est peut-être l'espace de la création. L'étude topographique détaillée
des lieux d'exercice de la psychanalyse se révèlent souvent plein de surprises. On oscille entre le cabinet de curiosité ou le cabinet d'amateurs, aux chambres des merveilles, aux espaces au design très épuré, ou aux antres très surchargés en signes, avec de multiples objets et de multiples collections. De la chambre noire où se forment et déforment les images à la chambre verte, espace reliquaire, tout paraît possible en termes de lieu d'exercice de la psychanalyse. Et il faut bien le dire, à Vienne, au numéro 19 de la Bergasse, Freud avait montré la voie en transformant son cabinet en lieu d'exposition. Une application du génie du lieu sur ce qui est censé s'y passer. Voilà ce que le cabinet de Freud suggère. La cérémonie analytique semble dès lors se situer comme à l'intérieur d'une crypte ou comme à l'intérieur d'un espace clos. L'espace analytique est comme surdéterminé. Il est lieu de résolution d'énigmes et d'ancrage intime. Il est aussi la pièce qui doit permettre l'oscillation entre des mouvements de repli sur soi ou de repli vers le passé et des mouvements d'ouverture sur de nouvelles perspectives. La scène de la séance a lieu comme au sein du théâtre externe de l'espace psychique de Freud. Les collections d'antiques occupaient un rôle fondamental dans l'implication fantasmatique à laquelle invitait ce lieu, devenu théâtre pour une pensée qu'on espère délivrer. L'aspect confus et hétéroclite de l'impression laissée par les représentations du bureau de Freud n'est en fait qu'un désordre de surface. Il en est de même d'ailleurs pour le travail psychique de l'analyse. Les pensées, les associations, les images, les souvenirs que le patient laisse venir comme ça à sa conscience ne sont aléatoires qu'en apparence. Ils obéissent en fait à la logique de l'inconscient. En ce sens, la technique de travail de Rodin paraît proche de celle du psychanalyste et de celle du patient. En réalité, la technique de travail de Rodin est proche de la démarche de ce que fut la démarche de Freud, dont on sait qu'il fut à la fois son propre objet d'observation et le bâtisseur d'un corpus théorique à visée universelle. Il est possible d'imaginer que chez Rodin, les associations dénommées assemblages, et là vous avez un assemblage, lui permirent d'accéder à de nouvelles formes, à de nouvelles perceptions et à l'expression de l'intime qu'il voulait représenter. Si on essaye de pousser la comparaison un peu plus loin, on pourrait dire qu'à la technique de l'association libre correspondait chez Rodin l'assemblage libre, c'est-à-dire qu'il a assemblé des pièces antiques avec des créations nouvelles. Il a comme court-circuité le chemin que Freud a lui-même emprunté entre l'archaïque et le contemporain. Donc, il est possible de penser, oui, que ces associations dénommées assemblages étaient ce qui lui a permis d'accéder à de nouvelles représentations, à de nouvelles perceptions et surtout à une expression autre de l'intime qu'il voulait représenter, et la jeune fille aux cheveux épars en était une première représentation. Cette technique de l'assemblage libre, comme celle de l'association libre, est peut-être un moyen de se donner à voir, au fond, ce qu'il n'est pas encore possible d'anticiper, c'est-à-dire une façon de provoquer le regard pour le laisser découvrir autre chose de l'humain. Ainsi en est-il du divan.
Rodin travaillait par réduction, se fixant toujours sur l'essentiel. Je vous ai dit que le mot essentiel était central, si j'ose dire, dans la technique créatrice de Rodin. Rodin travaillait donc par réduction, en se fixant sur l'essentiel, au détriment du détail et de l'anecdote. Or, la recherche de l'épure, la nécessité de se libérer des attachements aliénants et réducteurs, ou bien des scories représentatives, pour aller vers l'essentiel de soi ou de la forme, est aussi un mouvement que l'on peut considérer comme commun à Rodin et à Freud. L'un et l'autre se penchent sur la personne intime en cherchant à en révéler la profondeur et la richesse, plutôt que le réalisme. Fragmenter, assembler, agrandir, réduire, associer, élaborer. Ce sont les termes utilisés dans la technique artistique de Rodin. C'est aussi les termes que l'on pourrait utiliser au cours des différentes étapes d'une cure analytique. Fragmenter, assembler, agrandir, réduire, associer, élaborer. C'est une façon de s'approprier l'espace qui fait partie intégrante de toute sculpture, et c'est aussi une façon de s'approprier l'ouverture vers un autre moi. Pour Freud, comme pour Rodin, la notion de cadre pourrait être définie comme l'établissement de coordonnées visant à mieux situer, à mieux se représenter un sujet ou un objet et leurs mouvements respectifs. Enfin, je peux vous laisser Marie Bonaparte prenant Freud en photo. Il est donc la condition d'une forme de fiction. Ce cadre-là. Ce cadre est la condition d'une forme de fiction, non dénuée de réalité, puisque matérialisable, mais dont on attend aussi qu'elle puisse mobiliser de façon significative des affects et des représentations. Et si les figures et les fragments archéologiques furent pour Freud et pour Rodin des modèles, des sources de création et des repères essentiels, le lit et le divan furent des viatiques et des contenants qui ont permis ce retour aux origines de l'homme et à l'essentiel de la vie. Aujourd'hui, les conservateurs du musée Rodin continuent à disposer à leur guise des œuvres à l'intérieur du cadre du lit de la Villa des Brillants, bien que les risques de destruction des sculptures soient en réalité très minimes. Et aujourd'hui aussi, les psychanalystes continuent à disposer d'un divan dans leur cabinet comme proposition de recherche vers soi, même si il semblerait que de moins en moins de patients en fassent usage. Je vous remercie. Merci beaucoup, Anne-Marie, pour ce texte, cette intervention brillante, passionnante, fine. Cette rêverie que tu nous proposes, qui va à l'essentiel, mais qui passe par les détails, ou peut-être quand même dans ces détails, c'est là que se trouve le diable ou le bon Dieu, et que c'est là où tu le dépistes, le diable ou le bon Dieu de la création. Merci beaucoup. Ce texte va être discuté par Silke Schauder, dont j'ai oublié de vous dire qu'elle a eu l'HDR, mais ça je vous l'ai déjà dit, parce que ça a demandé du temps. Mais alors pourquoi j'ai demandé à Silke d'intervenir?
Vous savez qu'elle est la grande spécialiste de Camille Claudel. J'ai oublié de dire qu'elle avait organisé le colloque de Cerisy sur Camille Claudel et qu'il existe des actes de ce colloque et qu'elle va organiser au mois d'août un autre colloque à Cerisy. C'est une grande organisatrice de colloques sur Rainer Maria Rilke qui a été évoqué par Anne-Marie. Donc elle connaît, si je puis dire, Rilke. Camille Claudel, Rodin, pour qui vous allez voir que son affection n'est pas débordante, du fait de sa passion pour Camille Claudel. Et elle connaît aussi... Ça va être un objet de discussion. Voilà, parce que c'est pour ça que je me suis mis entre les deux. Et vous souvenez, ceux qui étaient là, son intervention sur Michel-Ange, le maître tutélaire de Rodin et de Freud. Je me souviens de la reprise par Freud de la fameuse phrase de Michel-Ange, que je ne me souviens plus en italien, qui s'appelle Levare, quelque chose comme ça. En gros, qu'il fallait que la statue sorte du marbre une fois qu'on avait ôté toute la glaise autour, et pas l'inverse, ça ne marchait pas par rajout, mais en ôtant les bancs. Freud et Rodin se sont inspirés de cette phrase de Michel-Ange. J'ai donc évoqué le livre coordonné et dirigé par Silke qui s'appelle sur Camille Claudel. Donc Camille Claudel, de la vie à l'œuvre, regard croisé. Voilà, de la vie à l'œuvre, regard croisé, le colloque de Cerisy. Et j'ai oublié, voilà, et ensuite je donne la parole à Silke, j'ai oublié de dire que Anne-Marie Dubois a publié dans la collection Édite de l'art des fous à l'œuvre d'art. 2 tomes sont déjà sortis et un prochain tome va sortir en septembre, qui est un catalogue raisonné, donc de l'art des fous à l'œuvre d'art aux éditions Édite. Je voulais simplement dire, parce que je sais que ce titre parfois choque, que l'art des fous, c'est l'expression d'André Breton, de l'art des fous ou la clé des chants. Hein. C'est en référence à André Breton, et c'est pas parce que je considère, moi, qu'il y a un art des fous. Absolument. Et Bernadette Grosdieu considère ça aussi de la même manière. On discutera de cette question de l'art des fous. Bref, Silke, Camille Claudel, Michel-Ange, Rodin. Merci Maurice. Donc effectivement, comme je souffre un peu du syndrome de la jeune accouchée, comme il vient de le préciser à moult reprises que j'ai donc passé mon HDR, je compte sur votre indulgence pour me laisser plus de liberté que d'habitude dans mes associations, mes commentaires, puisqu'il y a une telle effervescence autour de tout ce qu'on vient d'entendre ce soir, que je n'ai guère envie de continuer dans la démarche universitaire. J'ai vraiment envie de prendre mes libertés et de continuer en revend, justement en rêvassant sur ce très beau texte que vient de nous présenter Anne-Marie. Alors, la première porte d'entrée, d'une certaine manière, que j'aimerais ouvrir avec vous pour le débat de ce soir, c'est effectivement la passion qui est un peu le mot qui saute un peu comme un feu follet entre Freud, Rodin, Michel-Ange, parce que, d'une certaine manière, et ils appartiennent tous trois à la même famille. Il y a une recherche que Rodin avait fait auprès de Michel-Ange, où il écrit justement à Rosebery, lors de son voyage à Florence, que grâce à l'observation de Michel-Ange, ce vieux magicien, c'est comme ça qu'il apostrophe donc Michel-Ange, me cède quelques-uns de ses secrets. Et je pense à ces secrets. Ce soir, Anne-Marie Dubois nous a aussi conviés d'une certaine manière à travers cette réflexion sur 2 manières d'être allongé ou 2 manières de rêver debout, à savoir le lit de Rodin et le divan de Freud, puisque le principe vraiment stylistique à la fois de la démarche esthétique de Rodin et le principe stylistique de la démarche de chercheur et scientifique qu'a été Freud, et en fait l'antagonisme et la contradiction. Il y a un philosophe, donc Georg Simmel, qui a écrit du temps de Rilke, puisque c'est lui qui l'a introduit auprès de Rodin, un essai absolument lumineux sur Michel-Ange et Rodin, où il ose et propose des rapprochements tout à fait saisissants entre eux deux, pour précisément souligner le principe de base qui à la fois nourrit
les sculptures de Michel-Ange et ceux de Rodin, à savoir le déchirement. Et le déchirement, à mon sens, est aussi au cœur du travail de la psychanalyse, puisqu'il est constamment ce conflit qui fonde la vie psychique, qui fonde en fait nos trajectoires à nous tous, tiraillés que nous sommes entre le désir et la défense, entre l'impossible, le rêve, l'interdit, tout un ensemble de forces extrêmement antagonistes qui finalement font le lit, c'est le cas de le dire, et qui peuvent nous pousser vers des divans avec plus ou moins de bonheur. Donc, pourquoi je m'attarde sur cette idée de l'antagonisme, c'est que quand on regarde de très près les sculptures de Michel-Ange et après, donc par filiation, celles donc, de Rodin, on constate qu'ils essayent chaque fois de représenter un mouvement double. Hein, c'est en fait en cela qu'ils sont aussi efficaces ou aussi bouleversants. Ce ne sont pas des statues statiques, précisément, elles ne portent pas bien leur nom. C'est pas tout à fait des sculptures non plus, parce qu'il y a vraiment une recherche d'un mouvement, la recherche d'une sorte de suspension du temps, où justement la sculpture n'est pas du tout figée, elle n'est pas du tout arrêtée, mais elle est quelque chose qui, parce qu'elle est saisissement de l'instant, permet de dépasser le temps. Et c'est avec ça que je souhaitais aussi faire le lien avec la Gradiva que ce soir Anne-Marie nous a longuement de nouveau présenté. Pourquoi il y a eu cette fascination autour de Gradiva? C'est parce que dans son pas qu'elle suspend comme une danseuse, il y a précisément une suspension du temps. Hein, il y a quelque chose qui à la fois s'arrête et se met en mouvement, et il me semble que c'est là le propre à la fois du bonheur artistique et en même temps aussi du travail clinique qui parfois nous réussit et qui parfois justement nous permet de déloger, de mettre en mouvement, de faire vraiment une sorte de fulgurance à travers l'interprétation et la mise en espace des représentations de nos patients. Alors, pour ouvrir une autre lecture à partir de l'exposé que nous venons d'entendre, il me semble important aussi de redonner la parole, ou plutôt l'image à Rodin. À mon sens, ce fameux lit qui se trouve à Meudon et qui maintenant est dans une toute petite pièce, hein. Maintenant quand on y retourne, j'y étais juste avant la fermeture pendant l'hiver. En tout cas, pour mon sentiment, moi, de l'espace, la pièce me semble minime, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que le lit là-dedans. Je veux dire, le lit absorbe tout l'espace. Il n'y a plus que le lit, oui. Oui, c'est ça. Il n'y a plus que le lit. Pour moi, oui. Parce que quand on la compare justement aux autres espaces à Meudon, il y a un effet très étrange où le lit absorbe un peu la totalité de l'espace. J'étais très surprise de voir effectivement les vitrines avec les différentes figurines de l'antique autour. Et à mon sens, Rodin, une fois de plus, il devance les artistes de son temps de très très loin. Et j'aimerais soumettre cette hypothèse-là à la discussion avec vous ce soir. Est-ce que le lit avec la peinture, donc la reproduction de Bethsabée lisant la lettre du roi David par Rembrandt, est-ce que c'est pas finalement une installation? Est-ce que c'est pas de nouveau un assemblage dans le sens que Rodin, qui a eu une liberté artistique extraordinaire, à justement mettre ensemble des figures inattendues comme s'il rêvait justement à haute voix ou à haute main, reliant le corps de la femme au récipient, le vase à une femme renversée et ainsi de suite, des sculptures d'une très grande audace à la fois érotique et esthétique. Je me suis demandé après tout si cette espèce de bric-à-brac très étonnant, cette sorte de débris qu'il propose là, n'est pas une installation, carrément. Oui, ça me paraissait évident en fait que c'était une installation, justement à cause de la signification de chaque objet, qui avait manifestement, enfin qui pour moi en tout cas avait des liens. Et qui faisait lien. Donc je pense que c'est une installation. Et d'ailleurs, ce qui est maintenant est tout sauf une installation. Ce qui est à l'intérieur du cadre du lit maintenant sont quelques sculptures qui datent d'un des premiers conservateurs, dont j'ai oublié le nom, mais enfin bon...
Et il y a la Mais fameuse c'est- toile de Bethsabée, en tout cas quand j'y étais, on pouvait la voir, et l'effet était effectivement saisissant, une sorte de collage, d'assemblage entre cette femme nue lisant cette lettre et étant une représentation d'une représentation à l'intérieur d'un lit dont manque le sommier et le cadre. C'est là de nouveau, à mon sens, un témoignage de la liberté extraordinaire Oui, de Rodin. c'est un autre assemblage. Oui, Oui, je suis absolument. tout à fait d'accord avec ça. Donc d'autres observations que j'aimerais faire pour ouvrir le débat. J'étais très, très sensible justement à tout votre développement autour du temps. Pourquoi cette fascination pour l'antique chez les deux hommes, où effectivement on a pu voir que l'un ayant accumulé 3000 pièces, l'autre 6000 pièces, avec une sorte de passion vraiment insatiable du collectionneur. Je me suis demandé si ce rapport à l'antique, qui bien sûr en partie a des raisons sociologiques par rapport au Bildungsbürgertum de l'époque, vraiment la bourgeoisie cultivée qui a découvert cette passion, tout ça. Mais chez ces deux-là, il me semble qu'il y a cette autre fonction de vraiment briser l'assujettissement au temps. C'est-à-dire cette aisance extraordinaire qu'ils ont eue tous les deux de littéralement se promener dans le temps en collectionnant ces pièces, en ayant justement des périodes très variées, pas seulement l'Antiquité, mais vraiment aussi en amont et en aval, différentes sculptures, fragments et autres. Je me suis demandé si ça participait pas à leur liberté justement de penseurs, pour les deux, de pouvoir déceler le rapport un peu bassement linéaire, chronologique, qu'on a banalement au temps. C'est-à-dire, eux, ils peuvent se promener, ils peuvent prendre des éléments justement par rapport à l'archéologie, et où il me semblait que la métaphore pour les deux de l'archéologie est très importante à saisir, comme la capacité de pouvoir faire ressurgir à tout moment des parties qu'on a cru enfouies, qu'on a cru perdues ou alors inexistants à jamais, à travers l'extraction, à travers le souvenir sur le plan donc, du travail psychanalytique et à travers le fragment de l'antique chez Rodin. Donc j'aimerais vous entendre sur ce point. Oui, enfin, ça me semblait une évidence. Il me semblait l'avoir abordé, mais sans doute pas suffisamment, mais que cette référence à l'archaïque, à l'archéologie, était pas uniquement le propre enfin, et sans doute le propre de grands créateurs, mais pas forcément le propre de Rodin et de Freud, mais de tous ceux qui sont susceptibles, mais il n'y en a peut-être pas beaucoup, en fait, oui, de construire une pensée, de construire une pensée fondatrice, c'est-à-dire une pensée qui est en rupture avec le temps dans lequel ils sont. Hein. Donc oui, le temps n'a certainement pas d'importance. Je pense que Rodin vivait aussi bien avec ses antiques qu'avec Michel-Ange. Son voyage à Florence l'avait effectivement beaucoup, mais il parlait de Michel-Ange comme si c'était un vieux pote, oui, effectivement. Absolument, son contemporain. Donc le temps n'existe pas, mais je ne pense pas que c'était spécifique de ces deux hommes-là. Je pense que c'est spécifique de ceux qui ont une démarche de pensée fondatrice. On sait bien que grâce à Freud, dans notre inconscient, le temps n'existe pas et que c'est ce qu'il a essayé mais il fallait, pour que ce temps n'existe pas, il fallait qu'il y ait l'espace d'un cabinet et l'espace d'un divan. Sinon, c'est pas viable. Cette reconstruction de soi n'est pas possible non plus. Je trouve qu'il y a quelque chose à la fois d'évident dans ce recours à l'archaïque, dans ce recours à l'archéologie et dans cette négation du temps, mais évident pour des démarches telles que celle de Freud et celle de Rodin. Pour ce qui est de leur collection, effectivement, elles étaient inégales en nombre, puisque l'un en avait 3000, l'autre 6000. Mais Freud avait moins de place que Rodin, et surtout, il avait moins d'argent, je crois. Mais il y a un autre... si vous avez eu l'occasion d'aller voir cette exposition, il y a une autre chose qui m'a frappée quand même, c'est qu'il
ils ont leur propre, même si les points communs sont sidérants et que moi je me suis laissé baigner par ces points communs et je me suis peut-être laissé dériver associativement avec ces points communs-là. Il y a une chose très différente dans leur collection, c'est que Freud collectionne davantage les objets pour leur signification et c'est davantage des petits objets, alors que Rodin collectionne davantage des objets pour leur forme et pour leur esthétisme, et qu'il y a beaucoup plus de fragments dans la collection de Rodin que dans la collection de Freud. Il y a quelque chose qui là, si la démarche globale des créateurs est semblable, leur spécificité en tant que penseurs de la psychanalyse et penseurs de la sculpture est très différente, justement au travers de ces collections. C'est ce qui m'est apparu. Oui, je vous suis sur le point qu'effectivement l'esthétique ou presque un peu l'inspiration que cherchait Rodin auprès de sa collection est bien sûr mue par des qualités avant tout tactiles, puisque c'était bien sûr un homme de la main, je veux dire quelqu'un qui littéralement pas pensait forcément avec avant ses tout, mains. c'était un tout. Et puis par rapport à Freud, c'était beaucoup plus la signification ou après aussi l'inscription en fait symbolique de la sculpture ou de la statuette dans ses différentes dans ces différents sens culturels. Là, par contre, où je vous suis pas, c'est par rapport à l'importance du fragment, parce qu'à mon sens, il y a là, on tient là de nouveau un point qui est très comment dire, qui permet vraiment de sceller la démarche des deux hommes ensemble. Dans le sens qu'il y a vraiment une approche métonomique, que c'est la partie qui vaut pour le tout, puisque le travail en psychanalyse, me semble-t-il, part du fragment, part de l'éclat, part d'une sorte de résidu, où on peut même aussi concevoir le symptôme comme un résidu ou comme un fragment illisible d'un tout ou d'une forme qu'il s'agira après de restituer à travers le récit plus ou moins à visée réparatrice que peut en faire le patient, mais où l'amour du détail, ou vraiment l'amour de quelque chose qui aura survécu en fait à Pompéi, parce qu'on a bien vu que c'était surtout cette métaphore de Pompéi qui a totalement fasciné Freud, à mon sens permet quand même de relayer de nouveau la démarche de pensée des deux hommes, c'est-à-dire partir de l'éclat, partir du reste, pour après déduire de nouveau la totalité. Et pour juste illustrer brièvement ce point, je voudrais, si vous le voulez bien, lire un très bref passage de Rodin qui est tellement lumineux, justement, ou tellement juste par rapport à cette réflexion du fragment, que je ne peux pas me priver et vous priver du plaisir de le lire. C'est donc extrait des éclairs de pensée écrits Entretien, qui ont été édités donc aux éditions Olbia, et où Rodin se livre à une petite méditation sur un torse antique. C'est pas très, très long, donc j'aimerais vous le lire et soumettre à discussion par la suite. Je cite: « Pourquoi, quand je vois un torse, suis-je toujours surpris ? C'est que la nature qui est derrière fait naître des sensations de l'inconnu. Tout tremble de joie, rien ne se précise et tout est ferme. L'admiration est une chose qui recommence tous les jours. Le petit torse, lui, brille dans n'importe quelle atmosphère. Quelle plus belle unité peut-il y avoir que ce fragment-là ? La piété remplit ici tout ce qui manque. N'est-ce pas providentiel ? N'est-ce pas l'acropole en entier ? Quand on voit le loin du ciel, on le voit tout entier. Forme simple, éternelle, mathématique de beauté qui se multiplie dans mon âme pour son retentissement. Il est un fait, c'est que ce torse, qui pèse 160 livres, paraît être léger comme la femme même, comme la chair douce et bondissante. Je connais les formes, mais les formes du chef-d'œuvre m'étonnent toujours. Cette beauté fait comprendre que le Dieu est partout. Que peut-on en saisir par le procédé ? Ordinairement, rien, des essais toujours perdus. Où est l'ombre si géniale ? Elle change. Où est le trait de force ? Il se déplace. Ce torse commande à mon âme, fort par sa géométrie. L'âme se pose sur les chefs-d'œuvre. Nous n'avons une âme que pour cela. En art, qu'appelez-vous la vie ? Une chose qui vous pénètre en tous sens.
Je trouve là vraiment que Rodin nous livre avec une perspicacité absolument extraordinaire. Il est freudien avant la lettre en nous disant ça, par rapport à ce qu'il développe autour du fragment où justement la partie vaut pour le tout et où on peut justement éprouver un sentiment de plénitude à partir du manque et en disant, n'est-ce pas, l'acropole en entier. Je trouve que vraiment, il nous pose là l'approche à la fois esthétique qui est bien sûr le sien, tout ce qu'il peut éprouver concernant l'antique, et en même temps la technicité, si j'ose dire, de la psychanalyse. La phrase favorite est bien sûr celle quand il dit « en art, qu'appelez-vous la vie ?» une chose qui vous pénètre en tous sens, où on voit bien cette démarche très charnelle, vraiment très... Oui, pardon. Non, je disais qu'il pouvait le mettre ça. C'était un fragment. Oui, parce que on a l'illustration de ce que je viens de citer, où on a vraiment cette approche éminemment charnelle d'une pensée qui se fait corps, et où il y a aussi la pensée freudienne qui, bien sûr, s'incarne dans ces images. Donc voilà un peu les propositions que je voulais vous soumettre pour débat. Je voulais juste peut-être revenir sur cette idée d'assemblage et cette idée de fragment qui est effectivement centrale dans les deux démarches, mais j'ai du mal à penser les petits bouts ou les petits bouts de rêves, de fantasmes, de vie, de souvenirs, de tout ce qui surgit sur le divan de l'analyste comme des fragments. Ce sont des petits bouts de quelque chose qu'on va travailler de telle sorte qu'on arrive à un tout. Pour Rodin, c'était pas ça du tout. C'est-à-dire que le fragment, effectivement, pouvait être associé à d'autres fragments, mais il pouvait exister comme un tout. Et ça me semble différent d'exister comme un tout. Et le fragment faisait œuvre, tandis qu'en analyse, la recherche, c'est d'associer les petits bouts pour faire un tout. Et que le petit bout en lui-même n'est pas. Ça peut être un souvenir, ça peut être un rêve, et puis bon, si on ne l'inclut pas dans une intégralité, ça peut ne pas avoir de sens. Tandis que pour Rodin, même le fragment, même le petit assemblage faisait un tout. Effectivement, il n'avait pas besoin de voir toute une œuvre pour que ça fasse œuvre. Il n'avait pas besoin de voir toute la statue pour que ça fasse l'acropole. Il n'avait pas besoin, et même quand il a il n'a jamais fini sa porte de l'enfer, il voyait un tout, mais ce n'était que des bouts. Donc là, je trouve qu'il y a une différence entre le fragment et le tout, et l'assemblage. C'est une technique d'assemblage, mais c'est pas la même chose. C'est même antinomique. Non, on est bien d'accord que, bien sûr, le travail en psychanalyse, c'est toute la différence entre une simple association et une perlaboration. Bien sûr, on part des fragments épars et où, justement, ça me semble important de poser aussi le symptôme comme quelque chose qui est hors contexte et qui, après, dans l'élaboration, va gagner en sens et en mise en lien, bien entendu. Oui, d'accord, mesdames, d'accord. Femmes vases. On voit les femmes vases. Alors, on va passer la parole à la salle. Celle-là est encore plus belle. J'espère que je ne vous empêche pas d'admirer, de ressentir, d'éprouver. Alors, qui a envie d'intervenir sur un fragment, un point de détail ou sur l'assemblage? Anne-Marie Smith. Oui, tu vas prendre un micro là, pour qu'on soit saisi aussi. Ressaisis-toi et recommence, s'il te plaît. Merci Pascal. C'est surtout dans la présentation du cabinet de Freud, mais est-ce que vous proposez que
une pensée du lieu comme la puissance fantasmatique du lieu de la psychanalyse. Cela m'a beaucoup saisi puisque dans la psychanalyse, le lieu matériel est inséparable du lieu tel qu'on le fantasme, n'est-ce pas? Et vous avez dit que le divan était un cadre pour le rêve, n'est-ce pas? Et que Freud disposait son cabinet de telle sorte à ce que il y ait un encadrement de son activité, un encadrement matériel. Donc, je vous ai bien suivi. Et j'ai une association comme ça. Je me suis demandé si on ne pouvait pas penser le transfert et le contre-transfert dans ces termes-là un peu. Et si vous n'étiez pas en train de proposer même que le transfert est aussi un transfert sur le lieu. Et ce lieu, si le contre-transfert précède le transfert, comme on dit dans la pensée contemporaine, comme a suggéré Michel Miro par exemple, que le contre-transfert précède le transfert pour ne se manifester qu'après coup, tout ce lieu fantasmatique fait partie de ces processus aussi, n'est-ce pas? Et Freud, il investissait le lieu de telle sorte que c'était inséparable des processus transférentiels et contre-transférentiels. On peut lire ça dans le récit que fait, par exemple, la poétesse américaine qui a fait son analyse avec Freud quand elle parle du lieu. Et pour la petite histoire, ce qui est très amusant dans ce récit, c'est qu'il dit, lors de sa première séance, vous êtes le premier patient qui a regardé les objets antiques avant de me regarder moi. Mais tout portait à croire aussi qu'il voulait que les patients regardent. Bien sûr, mais il s'en servait aussi comme on se sert de Playmobil en psychothérapie d'enfant. Enfin, je dis ça grossièrement, mais il prenait, pour être imagé, disons, il se servait parfois de certaines figures ou pour expliquer certains mythes, il prenait certains objets pour les présenter aux patients. Voilà, donc on sait que le lieu est investi fantasmatiquement par le patient, mais ce qui m'a saisi, c'est que c'est aussi fantasmé par l'analyse. Oui, ben oui. C'est ça que vous avez démontré. Oh, je ne sais pas si je l'ai démontré, mais je suis d'accord avec cette idée, oui. Vous l'avez suggéré, en effet. Oui. Un commentaire, une critique, une nuance. Jean Gilibert. Je vais me lancer, non pas dans une critique, parce que j'ai beaucoup apprécié l'exposé qui a été fait et la réponse presque colloquiale que je donne de la personne orale. Simplement, quelque chose m'est venu à l'esprit, bien entendu. Le regard est un geste, l'écoute n'est pas un geste. Et ce qui a gêné profondément Freud au départ, c'est que le regard est un geste. Une expression, il y a une expression, bien sûr, mais c'est un geste. L'écoute ne l'est pas. Elle semble remplir l'intemporalité du temps, elle semble. Et ma réflexion est venue de ceci. Nous avons une tendance, nous psychanalystes, nous ne sommes pas les seuls, à confondre le prototypique et l'archétypique. En ce sens où Freud dit par exemple que le rêve est le prototype du délire, le deuil est le prototype de la mélancolie. Ce n'est pas l'archétype. Ça devient un archétype chez Jung, l'archétype jungien, chez Lacan et de séduction. Ça n'est certainement pas la pensée de Freud en sa fonction première, ne serait-ce que la règle méthodique, le discours de la méthode, une écoute libre, une écoute flottante, avant l'expression de Miro. Alors, je me suis toujours posé la question, nous avons une tendance à supposer l'archaïcité partout. On va parler de pensée archaïque, alors que Freud pensera, lui,
cessent et sont fascinés de ne pas être une valeur archétypale. C'est une valeur peut-être proto. Et ça paraît prétentieux de faire une différenciation entre prototype et archétype, mais elle est immense. Les pensées archaïques, il faut les mesurer exactement comme nous le faisons facilement. D'ailleurs, ça vient, ça coule de source, mais ce sont des pensées prototypiques par rapport à quelque chose qui n'est pas que, même pour Rodin et pour Freud, que l'antique. C'est bien autre chose qui est plus mystérieux, plus difficile à concevoir. J'ai toujours été étonné de la transformation de la règle fondamentale, à savoir, bien entendu, un discours et pour une écoute flottante, qui est devenu, à travers une histoire particulière, qui est l'instauration de l'antiqualité en France, avec un esprit français qui ne pouvait pas s'adapter immédiatement à l'esprit germanique de l'écriture de Freud, car c'est quand même écrit en allemand, pour pas l'éviter, qui est que ça deviendra, cause toujours, une écoute libre pour des signifiants flottants, qui est le contraire, adverse de la pensée de Freud au départ. Et pour le livre de l'Antiquité qui le fascinait, idem Rodin, je connais mal l'histoire de Rodin, je ne peux pas en parler, mais l'Antique ne suffit pas à expliciter le génie de découverte de ces deux hommes. Je crois qu'ils, encore une fois, il ne faut pas mettre sur le compte de l'archétype ce qui n'est qu'un prototype. Absolument. Monsieur Vibert. Oui, bien d'abord, j'ai trouvé que c'était original, ensuite, après audacieux, et après, j'ai pu un peu partager ce que je savais plus si c'était vrai, que j'avais ressenti. Peut-être, pour préciser ma pensée, mettre un peu d'ordre dans ma pensée, j'ai trouvé que c'était peut-être plus convaincant chez Rodin que vous l'étiez après dans le cabinet de Vienne. Pourquoi? Parce que, en tout cas pour moi, il y avait un peu de jeu dans ce que vous avez raconté de lui, la baignoire de Marat, la peinture, même du prix, etc. Et il m'a semblé voir dans ce lit un lieu de culte, c'est-à-dire quelque chose qui aurait à voir avec le sacré. Dans certains temples orthodoxes, on voit des colonnes comme ça, ou dans la synagogue, on peut voir aussi le dais. Ça, on peut pas le dire, lui. On se marre aussi. Le lieu de culte avec cette image, cette femme, etc. Donc le rapport au sacré, que vous n'avez pas évoqué chez Rodin, vous l'avez un petit évoqué chez Freud, d'ailleurs en parlant de crime. C'est intéressant. Donc voilà, et la photo de mariage est d'une tristesse à mourir, un peu, quand on voit Rodin. C'est une photo d'enterrement. Bien sûr. C'est une photo d'enterrement. Et cette photo est épouvantable. Cette photo est épouvantable, surtout quand on sait, quand on connaît l'histoire. C'est-à-dire qu'il a fini par épouser Rose après 50 ans de bons et loyaux services comme gouvernante. Donc, enfin, On peut imaginer que le lit conjugal, c'est c'était certainement pas celui-là, en tout cas. plus tard, et qu'il y a quand même quelque chose qui est convaincant, comme vous l'avez dit pour Rodin, c'est par rapport au regard en opposition à ce que vous avez dit sur Freud, c'est quand même le regard de l'artiste. C'est un regard aiguisé, il est joui, il est dans une sexualité du torse, et là il y a quelque chose de la chair et de l'artiste. Et c'est là où je trouve que c'est audacieux, et en même temps, vous êtes un peu gonflé. Et vous l'avez fait. Parce qu'après, quand on va dans le cabinet, franchement, je vais vous dire, j'ai trouvé une tristesse, ce cabinet, des petites statuettes, des petites sous-fauteuses, quand on voit la main de Rodin après, qui se lève comme ça. C'est une question d'image, d'agencement. C'est le choix que j'ai fait aussi. Comment? C'est le choix que j'en ai fait. Oui, mais c'est vrai que le cabinet, moi, je l'ai trouvé triste. On sait que Freud n'était pas quelqu'un de Enfin, c'était pas le sujet. Le sujet, c'est... qu'on ressent. Oui, oui. Ça, c'est sûr que c'est triste par rapport. Peut-être c'est autre chose de lire que Freud. C'est simplement un peu lourd, quand même.
Eh oui, des vieux souvenirs d'analyse, hein, Michel. Eh oui. C'est vrai que c'est assez triste. Mais c'est mieux rangé, quoi. C'est bien rangé. C'est terriblement bien rangé. Ouais. Alors que le salon atelier était vraiment très bordélique. Mm. Alors, quelques précisions sur le risque des mariages tardifs. Chez Rodin, comme chez Balzac, hein, c'est la même histoire avec Silke. Oui, par rapport à ce fameux mariage, la photo est effectivement exposée à Meudon. La petite anecdote veut que Rose meurt 16 jours après. Et lui-même ne survit à cette union Oui, oui. que de 7 mois. Et ce qui, surtout moi, m'avait bouleversée justement de par la passion que je voue à Camille Claudel, il faut quand même savoir que Rodin a offert au maire qui s'est déplacé à domicile. Là aussi, je trouve que c'est très intéressant au niveau du génie de l'espace et de la topologie et topographie de cet acte. Il prétextait qu'il était beaucoup trop fatigué pour aller à la mairie comme tout le monde et que pour Rose aussi, on ne pouvait pas lui infliger pareil déplacement. Et donc le maire, compte tenu de la notoriété de Rodin, est venu à Meudon à la maison et lui a offert pour ses bons et loyaux services le buste de la France pour lequel, quelques 30 ans auparavant, si ce n'est 40 ans auparavant, Camille Claudel lui avait servi de modèle. Ah oui, il fallait bien que ça revienne. Hein. Je vous rappelle que pour Balzac, c'est 3 mois après le mariage avec Madame Anska, après 25 ans de relations épistolaires. Donc, bon, attention au mariage tardif. Il vaut mieux garder ses maîtresses plutôt que les épouser. La Rose n'était ni l'une ni En l'autre. plus, oui. En plus. Alors, juste, bon, moi, je ne connais pas bien Rodin non plus, mais bon, deux idées peut-être pour essayer enfin, qui vont peut-être être en assonance avec ce qui a été dit. Bon, j'ai tendance à penser quand même qu'il y a beaucoup de parallèles à faire chez ces deux hommes, et puis comme souvent aussi beaucoup de différences, et que moi qui aime toujours essayer de lier la vie des artistes ou des concepteurs à leur œuvre, je ne crois pas que ce soit indissociable, même s'il faut faire attention. Bon, on peut peut-être dire quand même que ce chêne qui est Rodin est un sensualiste, enfin bon, et que Freud est quand même un sacré grand névrosé, bourgeois, bon. Et que je crois, alors peut-être que ça participe au fait qu'ils ne sont pas dans le même tropisme par rapport à la vie telle qu'elle bouillonne, et qu'il y en a un qui est artiste et l'autre peut-être pas. Oui. En tout cas, que Freud, lui, a besoin, et c'est ce qu'il va donner à ses patients, et je ne sais pas ce qu'aurait donné Freud après, mais enfin, pendant... Bon, il est un assistant à la narrativité, il est une offre de représentation pour les patients par rapport à ce qu'ils éprouvent d'informe. Il est un cartésien, un obsessionnel, un cadreur. Il le sait, hein, et il sait que c'est une histoire, c'est une illusion, mais il veut soigner, et donc il offre des représentations. Alors, pas n'importe quelle représentation, pas des signifiants, il offre des représentations affectées, senties. C'est ça peut-être qu'ils ont de commun, c'est qu'ils ont pu dégager du sujet, qui n'est pas un individu, mais une personne, la question de l'affect. Bon. Mais il y en a un qui est obligé d'entourer cet affect par une représentation, ou d'accorder, comme on dit en psychanalyse, une représentation à cet affect, et puis il y a l'autre, l'artiste, qui en reste à cette chose inouïe, que cet affect peut rester un informe, un rythme, une vibration. Bon, ça me rappelle ce que disait Rilke sur le Lève de Rodin, cette statue semblait être à l'écoute de son corps. Hein, et donc il y en a un qui peut rester dans cet informe, dans cette pulsatilité, dans cette vibration, dans cette chaleur, qui n'a pas besoin de lui donner une gangue représentative pour pouvoir être posé, ou qui vit avec ce chaos à l'intérieur de lui, qui est source de sa création. Et il y en a un autre
qui, peut-être pour lui-même, en tout cas pour ses patients, est un pourvoyeur de représentation en relation avec l'histoire universelle, un pourvoyeur de représentation, un raconteur d'histoire, quoi. Bon. Et Oui. là, il y a une différence entre eux sensible. Même si le talent littéraire de Freud n'est pas négligeable, ça reste quelqu'un qui est dans le concept. Mais c'est une œuvre, néanmoins, Mais bien sûr, conceptuelle. énorme, Une énorme. œuvre conceptuelle et une œuvre Voilà. représentée. Oui, peut-être. Et alors, ça c'est un premier point. Alors un deuxième point, Jean Gilbert ne le dit pas, mais je lui pique. J'ai cru entendre de ce qu'il raconte et de ce qu'il écrit. Bon, c'est que la fameuse négation du temps dans l'inconscient, c'est pas vrai. Il semble que ce soit plus complexe que ça et très intéressant du point de vue psychanalytique et artistique, c'est-à-dire qu'on est dans le hors-temps, ou pour le dire avec Shakespeare, que le temps sort de ses gonds et qu'il y aurait quelque chose de plus que nous ne serions pas dans le temps, où le temps n'existerait pas, c'est que le temps est beaucoup trop présent, mais qu'il y a un télescopage entre le passé et le futur sur la crête du présent, et que dans le rêve, pour donner une image de ce que peut être le processus inconscient, on est dans un devenir progrédient et régrédient parce qu'on est dans un flux de temps qui va du futur au passé en retournant au présent. Le temps existe beaucoup trop dans l'inconscient. Oui, bien sûr. jusqu'à Je pense qu'effectivement, on utilise cette formule qui est erronée et qui ne veut pas dire grand-chose. Le temps est différent. Voilà. Et il me semble que pour un certain nombre d'artistes, la grande valeur qu'on peut éprouver, qu'on peut accorder à leur œuvre, c'est de nous faire sentir cette pulsation du temps, ce passage du temps dans leur œuvre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas figé, qui est formidablement régrédient et progrédient dans le même mouvement, comme un gant qui se retourne et qui se reforme, Bon, cette informe qu'il y a chez l'artiste qui ne cherche pas le concept, mais qui reste non pas dans l'abstraction, mais dans l'informe, est à relier en effet au temps, mais parce que c'est un temps qui n'est pas suspendu, c'est un temps qui n'arrête pas de sortir de ses gonds, c'est-à-dire d'aller et venir d'un flux de désir qui va du passé au futur et qui revient. Ça, je crois que c'est une dimension essentielle dans l'art, enfin celle qu'on peut percevoir, et dans certaines séances aussi, parfois. Voilà, moi, les deux réflexions qui me venaient. Un petit mot sur Camille Rodin, avant de partir, pour solliciter la dispute. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pourquoi il l'a pas... Pourquoi il l'aimait? Et puis Rose était pas très... Enfin, bon, pas très engagée. Quoi? Sa folie lui faisait peur? Cet homme qui n'a peur de rien avait peur de la folie passionnelle de cette jeune femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être vous d'abord. Qu'est-ce Ah que non. c'est que cette histoire? Non, moi je ne parle pas de Camille Claudel. Non, pas de Camille. J'aurais essayé. Daniel, tu as levé. C'est quoi ce silence? J'en ai pas parlé du tout. Non, mais je peux vous dire. Vous avez parlé du regard chez Freud et de sa manière de s'en défendre. Après tout, regard chargé de désir et de haine, etc. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'aurais détesté être en analyse sur le divan de Freud, parce que par ces sculptures interposées, il vous regarde. Tous ces personnages-là, il y a une parole qui se déploie. On est sous une myriade de regards, et ça aurait été très, très ennuyeux. Je trouve que, à propos de la neutralité du cabinet d'analyste ou de l'analyse lui-même, c'est quand même très chargé. Et on est assez mal à l'aise, une sensation de malaise. Oui. La deuxième question, si j'ai bien compris, enfin une remarque, une question que je vous pose, vous semblez avoir procédé par analogie dans votre démonstration ce soir, c'est-à-dire vous avez comparé en quelque sorte le monde de la parole et le monde des signifiants avec le monde de la forme. Mais ce sont deux mondes qui ne fonctionnent que par analogie. À mon avis, c'est très osé d'établir un rapport entre les deux. Les mots sont les signifiants qui envoient des idées, des rêves, des fantasmes.
la forme en elle-même se déploie dans l'espace, elle concerne beaucoup la pulsion, et elle n'est pas dans le même espace. Elle ne se situe pas, à mon avis, dans le même espace. Oui, vous voudriez dire que la forme ne suscite pas le fantasme? Ah, si, mais pas bête. Et je voudrais aussi répondre à une chose. Vous parlez de la forme et vous dites l'informe. Ah, j'ai pas parlé Voilà, d'informe. moi. Ah non, la forme. Non, la forme. J'ai pas parlé d'informe. Sinon, il n'y a plus de vibration, il n'y a plus de rythme. Oui, mais si, la vibration naît de la forme dans l'espace. Non, à partir du moment où il y a forme, il y a comme concept, il y a gang, il y a quelque chose qui est cerné. Moi, j'entends Ah oui, l'informe. absolument, oui. Ça nous emmènerait loin, la forme. Ah oui. Ça nous emmène loin. Oui, excusez-moi. Mais Claudel, vous voulez dire quelque chose sur Claudel? Non, monsieur m'interrogeait sur Camille Claudel et je disais que je n'avais rien à dire sur Camille D'accord. Claudel. C'est Elle un, répète qu'elle n'a c'est rien à un très dire. bon sculpteur, point. Alors après, ce qui s'est passé avec Rodin, c'est pas... C'est pas intéressant. C'est autre chose. Daniel et ensuite Jean Gilibert. Daniel, un mot? Et par ailleurs, le fait qu'elle ait eu telle ou telle maladie, c'est pas du tout le sujet. Je passe ma vie à essayer de prouver, de démontrer, et dans les ouvrages que j'écris et dans les expositions que j'organise, qu'il y a les gens qui ont des pathologies, bon, et puis qu'il y a des gens qui sont des artistes. Alors parfois ils sont les deux et parfois ils sont pas les deux, mais que c'est abusif de mêler et de mélanger et d'alimenter l'un par l'autre. Camille Claudel était sans doute malade, elle était un très bon sculpteur. Que Rodin se soit mal comporté, je pense que de toute façon il sautait sur tout ce qui passait, donc c'était pas... Camille Claudel a dû être trompée autant que Rose Beuret, et voilà. Mais, et puis c'est une autre histoire, c'est pas une histoire de sculpteur. Enfin, il y a deux sculpteurs. Je ne suis pas sûre que la vie de Camille Claudel avec Rodin est influencée, est influencée sa carrière. Laquelle? Alors là, À Rodin ou à ne peux Camille? répondre pour rester Non, poli. sa carrière. Non, mais Ah non, sa carrière. J'ai pas dit sa sculpture. sa carrière, là où il allait chercher le marbre. On va éviter parce qu'elle a une position absolument opposée. Elle pense que Rodin sans Camille... Daniel. N'aurait pas existé. Non, mais Daniel. Oui. L'un n'empêche pas l'autre. Oui. Oui, mais c'est un danger, oui, c'est tout à fait détestable, ça. Oui. Mais bon, mon propos n'était pas pour être idéalisante, c'était juste pour sans doute faire un lien entre le collectionnisme et la ritualisation. Mais Jean c'est pas Gilibert. idéalisant par rapport à la psychanalyse. Je veux dire que certainement Rodin n'était pas le seul à avoir peur de la maladie, entre guillemets, de Camille Claudel,
Paul Claudel a eu la trouille, Oui. bleue de la maladie de sa sœur. Et sans doute beaucoup plus, il a sans doute été beaucoup plus pathogène. Exactement. Je suis d'accord avec vous, parce que surtout que j'ai connu la famille Claudel, je peux vous dire Oui, que oui, ça a sincèrement. posé pendant longtemps. Oui, Euh, c'est les Érigny, oui. comment C'est les Érigny, la famille Claudel. Je veux dire, c'est qu'en Oui, fait, je crois. je ne veux pas réconcilier les irréconciliables, mais une des dernières paroles de Freud, écrite, psyché est étendue, n'en sait rien. C'est une parole fondamentale. Psyché est étendue, n'en sait rien. Et je crois que ça réconcilie quelque chose de très fort de la pensée, je dirais, cognitive de toute la fin du XIXe siècle et du début du XXe, que cette idée que psyché est étendue et qu'elle ne sait pas qu'elle l'est. La troisième chose, je ne serais pas d'accord avec Maurice tout à fait sur. Je pense qu'il y avait certainement chez Freud le désir d'être écrivain, je crois qu'on peut le dire, sans exagérer ni sans se tromper. Je pense, moi, que c'est un écrivain, pas partout, mais pour moi, en tout cas, dans l'interprétation des rêves, avec Peter Newton, et dans les 5 psychanalyses, c'est un écrivain, un grand écrivain. C'est parce qu'il tient compte de son lecteur, il tient compte absolument du lecteur jusqu'à le malmener, mais on tient compte du lecteur, toujours là, en tout cas dans ces 2 essais que je viens de citer, pas dans tout. Quelquefois, c'est autre chose qu'un écrivain. Je ne sais pas quelles étaient ses envies d'être écrivain, on en a parlé, mais je ne peux pas y faire référence, mais sans aucun doute, il a voulu être un écrivain, et il l'a été, à sa façon, d'une certaine façon, pendant, pour moi, dans certaines œuvres, celles que je viens de citer. Bien sûr. Et il a bien mérité le prix Goethe, absolument. C'est évident. Il faut du prix Nobel pour la littérature. Parce qu'il sait ce que c'est qu'un lecteur. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Est-ce que Rodin aurait existé sans Camille Claudel, juste avant de partir? Tu as quand même l'envie toujours de provoquer. Ça s'appelle la disputatio. C'est le sous-titre du séminaire, disputatio. Ah, d'accord, je ne savais pas. C'est un principe, justement, le débat contradictoire. C'est Oui, lui qui féconde la pensée. Donc, comme tu connais la réponse, je peux l'épargner à notre public. D'accord. Bien, je pense qu'on va en rester là pour cette année en remerciant ces 2 interventions. À l'année prochaine. Merci pour tout. Si vous passez par le couloir, regardez les œuvres des adolescents. Ce sont des patients et il y a un certain nombre d'artistes. Oui, moi j'y avais toujours pensé. Pour Freud, ça a été une véritable douleur de ne pas avoir reçu le prix Nobel. Et ils n'avaient pas compris, parce qu'en fait, ça butait sur la discipline. Comme ils n'avaient pas prévu que quelqu'un reçoive le prix Nobel pour avoir inventé une discipline. On retire le pied à la sauvage comme ça? Non, non, pas ça, non, non. Il aurait fallu. Risquer d'esquinter. Merci, monsieur. Ça y est. Oui, oui, absolument. Au revoir, à bientôt. Oui. J'arrive, s'il te plaît. Au revoir. Non, après, je ferai référence à monsieur. Vous me ferez penser demain. Attendez-moi. Est-ce que je peux vous proposer un Ricola pour la gorge, si vous en voulez? Merci, c'est très gentil. Oui, j'avais beaucoup apprécié l'exposition au musée Rodin. En fait, j'en manque aucune, bien sûr, mais là, sur la collection, c'était j'avais aussi vraiment, beaucoup aimé vraiment émouvant. Sur Camille, moi, j'ai beaucoup souffert de la scénographie, mais bon, ça, après, ça me regarde. Mais Merci beaucoup. Ah, vous m'avez même. Oui, c'est que le lieu est un peu étroit. c'est ça. C'est très difficile de vraiment proposer une circulation et puis vraiment de faire respirer les œuvres telles qu'ils le demandent. C'est sûr. On vient régulièrement dans vos murs avec la Société française de psychopathologie de l'expression, Ah oui. en fait. Ah oui, je suis vous faites membre partie de ça depuis 22 ans. Ah oui. Depuis 22 ans, oui. Et j'avais suivi la formation au CE en 86.
86-87, encore du temps de Claude Villard, Ah oui. Françoise Fritschi, et puis Ah là, oui, oui, vraiment Béatrice Mama Steiner, c'est des gens avec lesquels je suis restée en contact pendant une vingtaine d'années maintenant, et j'ai toujours